Bonjour, donc on va commencer cette petite interview. Je vais d'abord te demander ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Je m'appelle Marion, j'ai 29 ans et je viens de banlieue parisienne. D'accord, Une super voix de rockstar. c'est pas très grave. Et donc je t'ai rencontré là donc dans un écolodge chez Nadège que j'interviewerai un petit peu plus tard. Donc en plein milieu de Sumatra, au bord de l'eau, dans un endroit assez paradisiaque. Et j'ai écouté un petit peu, je t'ai écouté raconter ton projet de voyage que je trouve assez fantastique et j'aimerais que tu m'en dises quelques mots. Alors, c'est quoi ton objectif de voyage? Ok. Alors les quelques mots, je vais essayer de faire au mieux. Euh, en fait, alors, au tout début, si je reprends le Oui. début du début, j'ai bossé dans la recherche, dans l'évaluation économique des politiques qui permettent de lutter contre le changement climatique. Et j'avais envie depuis longtemps de partir en voyage, mais je voulais avoir un voyage qui avait un sens. Et après 4 ans dans la recherche, j'avais envie de quelque chose de plus pratique, mettre un peu les mains dans le cambouis, sortir de la théorie et essayer de comprendre un peu plus ce qui se passait au socle humain en fait, au niveau Alors, humain. tu travailles dans la recherche, c'est-à-dire que c'est quoi ton degree? C'est quoi? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu travaillais dans quelle boîte? Ok. Je travaillais à l'Institut. Alors, ils ont changé de nom, donc j'ai toujours du mal en français parce que bien sûr ils ont créé un nouveau nom en anglais. Ouais, C'est l'Institut pour I4C, l'Institut pour l'économie du climat. d'accord, I4C. Ils ont fait un jeu de mots sur le I4C, je prévois. d'accord. Voilà. Et je bossais dans le pôle qui s'appelle Industrie, Énergie et Climat et qui était spécialisé dans l'étude des politiques qui impactent le secteur industriel et le secteur énergétique. Et moi, j'avais une grosse spécialisation sur tout ce qui était tarification du carbone. D'accord. Taxe carbone, marché du carbone, normes, comment ils appellent ça? Normes d'émission. D'accord. Et t'as fait quoi comme étude pour arriver Rien à ce à truc-là? voir. Non, si, il y avait le droit qui était en lien. J'ai fait un master de droit mention relations internationales. D'accord. Et après, tu t'es orienté par professionnellement sur cette voie ou tu as fait J'ai fait un stage en fait. des Après stages? mon master, je me rendais compte que ça me convenait pas tant que ça et que le sujet qui me plaisait beaucoup c'était l'environnement. D'accord. J'avais pu voir un petit peu le domaine des énergies renouvelables en Californie après mon dernier stage de fin d'études et je me suis dit en fait ça me plaît bien donc je suis repartie dans une année de stage et j'ai postulé à cet institut-là et ils étaient hyper intéressés pour bosser sur les États-Unis en énergie renouvelable donc ils m'ont pris en sachant très bien que j'avais pas du tout le parcours un peu traditionnel des gens qui prenaient mais j'avais un parcours législatif qui pouvait être intéressant pour eux. Du coup ils m'ont pris en stage et puis de fil en aiguille, j'ai décroché un boulot chez eux. D'accord. Alors, bon, tu bosses donc dans cet institut et puis tu as envie de voyager, tu as envie de faire quelque chose de ton voyage. Ouais, c'est ça. Et derrière, en fait, je pense qu'il y a vraiment eu ce questionnement de me dire, j'entends deux choses. Premièrement, j'entends énormément de gens autour de moi qui me disent oui, mais nous, en tant qu'individus, on ne peut rien faire. Si les grandes entreprises ne bougent pas, nos actions sont inefficaces, donc ça ne sert à rien qu'on fasse quelque chose. J'avais envie d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce pessimisme, pourquoi une petite action ne peut pas avoir sa propre valeur. Et de l'autre côté, je m'étais rendu compte qu'en tant qu'Européen et surtout qu'en tant que citadin, puisque je viens de Paris, on était complètement déconnecté à la question du changement climatique et aux impacts. Et je me disais, comment, en tant qu'Européen, on n'arrive pas à percevoir ces impacts? Et donc, du coup, ça m'a vachement intéressé cette question de perception où je me suis rendu compte, ça dépend si tu es impacté directement ou pas, et ça dépend géographiquement d'où tu viens. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je sorte de toute cette nébuleuse européenne et que j'essaye de comprendre comment ça se passe ailleurs. Et pour pouvoir comprendre les changements climatiques, je me suis dit peut-être que la première question, c'est de revenir aux sources. C'est quoi ma propre relation à la nature? Et dans cette relation à la nature, est-ce que j'ai une responsabilité de ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de la nature? Et donc je m'étais dit, pour sortir de ce socle européen, il faut que j'aille voir des petites communautés qui sont du coup dans des sociétés très différentes des nôtres. Donc j'ai choisi de partir dans 4 pays où il y avait, où j'avais trouvé
des populations, des petites communautés ou des peuples racines. La Bolivie, 2/3 de la population vient de petites communautés, les Quechua, les Aymara, mais en fait plein d'autres communautés. Le Chili en Patagonie, puisque même si elles ne sont plus vraiment existantes, elles l'ont été avant la colonisation des Espagnols. Mais ils ont été massacrés par les Espagnols. En Alberta, puisque aujourd'hui il y a une grosse problématique En Alberta au Canada? Ouais, au Canada. Ok. Des sables bitumineux. Et en fait, les sables bitumineux sont sur les forêts premières du Canada, qui sont des territoires des Premières Nations, donc des Premières Nations canadiennes. Et il y a une énorme problématique de cette industrie énergétique qui pollue énormément. C'est la façon de produire de l'énergie la plus dégueulasse au monde. Désolée pour mon langage. Et du coup, tu as toute une problématique en fait d'interdépendance de ces populations-là qui n'ont pas d'autre choix que de travailler dans cette industrie et en même temps, en cercle vicieux, qui sont impactés environnementalement par cette industrie, mais aussi au niveau de leur santé. Donc j'avais envie de voir un peu ce qui se passait là-bas, essayer de comprendre ce fléau d'une certaine façon. Et mon dernier pays que je voulais aller voir, c'était le Kirghizistan, puisque la moitié de la population du Kirghizistan sont encore semi-nomades, puisqu'en fait il y a encore beaucoup de bergers, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas le bon mot. Et du coup ils suivent en fait leurs troupeaux. Et en hiver les troupeaux descendent et du coup ils descendent avec eux et ils s'installent dans les vallées. En été ils remontent vers les hauts pâturages et ils s'installent avec eux. J'avais envie de comprendre un peu ça. Et en fait, en évolution, en commençant le projet, je me suis rendu compte qu'arriver dans une communauté comme ça et dire « Salut, c'est moi, j'aimerais bien vous rencontrer, discuter avec vous », c'était pas si simple. Et du coup, je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête sur ça ou avec cette envie particulièrement de voir d'autres sociétés, mais peut-être que ce qui peut être intéressant aussi, c'est n'importe qui finalement, puisque n'importe qui peut avoir une perception des changements climatiques, peut se questionner sur sa propre relation à la nature et finalement n'importe qui peut avoir une voix et une action. Et donc je me suis intéressée à des personnes, à des individus qui agissaient, mais aussi à des entreprises ou des initiatives ou des groupements de citoyens qui essayaient de faire quelque chose. Et j'ai voulu pouvoir leur donner une voix en les interviewant et en faisant des petites vidéos. Voilà. Donc par exemple au Chili, j'ai suivi un groupement de citoyens qui aujourd'hui sont en train de lutter contre la mise en place d'une mine de charbon à ciel ouvert qui impacterait toute une région de la Patagonie. En Bolivie, j'ai suivi un projet d'Hydraulique sans frontières, donc une ONG française, qui aide une petite communauté d'Aymara à avoir de l'eau potable dans leur village. C'était un village qui était à plus de 4100 mètres d'altitude, tout petit village, et l'idée c'était de pouvoir identifier des sources d'eau potable et mettre en place des canalisations qui arrivent au village pour leur donner l'accès à l'eau potable. Donc voilà, plein de petites choses dans ces pays. En chemin, j'ai rencontré Désirée, une amie suisse-allemande du coup, qui a rejoint le projet en septembre, qui m'a proposé de venir avec moi au Kirghizistan et puis finalement, de fil en aiguille, elle a rejoint le projet. Et ensemble, on s'est dit, c'est pas fini, on a envie de continuer le projet, on a envie d'aller voir plus loin. Et donc, on a pensé à l'Indonésie parce qu'avec 17 000 îles, c'est une diversité culturelle, une diversité de petites communautés, encore une fois. Et on s'est dit qu'il y avait un certain nombre d'impacts du changement climatique qu'on n'avait pas vu, notamment au niveau de la déforestation, qui pouvait être intéressant. Parce que l'idée, c'était aussi, dans chaque pays, de voir des aspects différents des changements climatiques. Alors, tu parles de changement climatique, mais dans le cas de la déforestation, c'est plutôt lié à l'exploitation de l'huile de palme. Donc c'est les changements globaux dans leur intégralité, c'est-à-dire anthropogénique, l'impact de l'homme sur la nature, quel qu'il soit, pas uniquement climatique. Oui, c'est qu'en fait, on se rend compte que les changements climatiques aujourd'hui ont de toute façon enfin, je crois que c'est... j'ai oublié ça. Je crois que ça a été évalué par un certain nombre de scientifiques que plus de 90%... Non, les changements climatiques ont une source
liée à l'homme, aux activités humaines, et on ne peut pas le confirmer à 100%, mais à plus de 90%. Bien sûr. Donc pour moi, c'est complètement lié en fait. Oui, oui. L'activité humaine Effectivement. et le lien, l'action de l'homme sur la nature impacte ou accroît ces changements. Bien sûr. Donc ce que tu vas plutôt aborder en fait en Indonésie, c'est plus justement comment l'homme, par exemple la destruction de la jungle, le fait de foutre le feu aux tourbières, etc., impacte sur l'émission de CO2 et donc sur le changement climatique et les conséquences. Et le réimpact lui-même après, d'accord. Ok. Et derrière tout ça, il y a eu, je pense, honnêtement, je pense qu'il y avait aussi une quête de soi, une quête de compréhension de qui je suis, de ma propre relation à la nature et aussi de comment je pourrais faire avancer les choses à ma propre échelle. Accepter que je ne suis pas omnisciente, je ne suis pas Dieu, je ne peux rien faire de grand, mais au moins je peux me changer moi et potentiellement inspirer d'autres personnes. Alors ça fait combien de temps que tu voyages? Ça fait 1 an maintenant pour ce projet? Un peu plus d'1 an. Et alors justement, est-ce que tu vois une solution pour toi? Parce que bon, changer le monde c'est difficile, mais toi, est-ce que tu te vois, est-ce que tu as finalement la solution à ta question sur toi, la nature, et comment tu peux intervenir sur tout ça? Ou est-ce qu'il te faut encore un petit peu de temps? Je pense que je me suis rendu compte déjà que habiter à Paris, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. D'accord. Ça ne me convenait pas, j'avais vraiment besoin d'un contact à la nature qui soit plus présent dans mon quotidien. Du coup, je sais qu'il va falloir que je m'échappe de la banlieue parisienne pour pouvoir avoir un environnement qui me correspond mieux. Ensuite, je me suis rendu compte dans cette idée de toutes les petites actions finalement sont bonnes à faire, qu'à mon niveau, je peux avoir un impact positif sur mon quotidien en vraiment des petites actions bêtes de réfléchir à ma consommation d'électricité et comment pouvoir la réduire, penser aux distributeurs de l'électricité, et aujourd'hui on a d'autres alternatives que EDF qui sont Énergie Directe ou Enercop, et pourquoi pas mettre un peu plus d'argent pour pouvoir financer un producteur d'énergie renouvelable. On a la Banque du Crédit Coopératif qui permet de financer un certain nombre de projets divers ou durables. Pourquoi pas fermer mon compte en banque aujourd'hui à la Banque Postale, enfin aujourd'hui, demain, quand je rentrerai, et ouvrir un compte dans cette banque-là. J'ai réfléchi aussi beaucoup, ça fait longtemps que je me dis, finalement, une des problématiques, c'est aussi l'agriculture. Peut-être que je ne peux pas changer une agriculture pour qu'elle soit bio, mais par contre, je peux limiter ma consommation de produits animaux et de viande et de poissons. Donc progressivement, je suis passée de manger vraiment moins de viande à en fait être végétarienne. Ça me convient, mais je sais que c'est un choix qui est un choix lié finalement à l'environnement et à ce respect-là. Et j'aimerais bien arriver petit à petit à faire ce que pas mal de gens font, diminuer mes propres déchets, essayer d'être dans une démarche de zéro déchet. Il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien qui en voyage sont difficiles à mettre en place, surtout par rapport aux déchets, c'est très compliqué. Mais une fois rentrée, c'est quelque chose que je pourrais faire. D'accord. Je ne sais pas si ça aura un impact sur quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça aura un impact sur moi et ma propre conscience. D'accord. Et être plus en accord avec mes valeurs. Il y a un dicton des peuples racines qui dit on marche nos mots. Et derrière ça, c'est de se dire pour pouvoir être en accord avec mes valeurs ou avec ce que je crois fondamentalement, il faut que je marche, il faut que je rentre dans l'action. Et je me dis que finalement, c'est une belle façon de mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Avec le projet, comme on a l'étape voyage qui se finit,
On a encore plein de choses, on a fait pas mal d'interviews et l'idée c'est de pouvoir vraiment monter les vidéos ou écrire, faire Voilà. des articles et vraiment pouvoir les publier au sein du site internet. Oui. Parce que, juste une question là, justement là pour le moment vous accumulez les vidéos, les interviews, etc., les rencontres, l'écriture, et qu'est-ce que vous allez en faire? Donc en fait, l'idée c'est de tout mettre sur un site internet. Oui, Mais derrière, on a pas mal réfléchi à comment pouvoir prendre les fruits de Boccialchi et finalement les démocratiser d'une certaine façon, puisque le but, je pense oui, le but premier de Boccialchi, c'est de récolter de l'information et de pouvoir la partager. Récolter des histoires, des récits et pouvoir les partager. Et si ces récits inspirent, bah, c'est génial. Et du coup, on est en train de réfléchir à mettre en place une exposition qui sera finalement le socle de base à une interaction avec, on va dire, notre communauté. Donc une exposition photo et vidéo des fruits Boccialchi. Et ce socle nous permettra de pouvoir faire des discussions. Donc on a envie d'inviter des personnes qu'on a rencontrées principalement en France et pouvoir discuter avec eux de cette question de perception des changements climatiques. On a envie de mettre en place des petits ateliers, parce qu'on a plein de gens qui nous disent ah oui mais voilà encore, oui mais c'est pas si facile que ça d'avancer à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire au quotidien. Donc là on est en train de discuter avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir mettre en place des workshops, par exemple on discute avec une créatrice de bijoux qui n'utilise que les capsules Nespresso comme matière première pour faire ses bijoux. Et en fait, elle en fait des ateliers. On est en train de discuter aussi avec une ONG à Paris qui apprend à faire des petits herbiers ou à faire son propre petit potager, même si on a un appartement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà, plein de petites actions comme ça. donc ces actions en fait de communication sur votre voyage et cette expérience, vous la voyez avec quelque chose d'assez itinérant, parce qu'en plus ça te permettrait de visiter de la France et peut-être de trouver ta niche, la niche où te poser. Tu le vois comme une espèce de une retransmission de ville en ville avec des contacts au niveau de parce que il faut sortir de Paris, il faut donner je pense qu'on va commencer à Paris sur Paris. Ouais. Et si ça marche, on aimerait bien avoir quelque chose d'itinérant. Mais parce que tu sais que ça marchera peut-être mieux d'ailleurs dans quelque chose d'itinérant qu'à Ouais. Paris, où il y a beaucoup de choses, hein. C'est difficile, hein. Ou alors tu vas cibler toujours un petit peu le même nombre, les mêmes genres de personnes qui ont accès à ces informations par les musées, etc. C'est vrai que ça peut être important d'avoir quelque chose d'itinérant. Ouais. On l'a sur du moyen terme. Après, la vraie problématique aujourd'hui, c'est les financements. Voilà, alors tiens, puisque très rapidement, comment est-ce que tu finances ce voyage depuis un an? C'est un financement personnel. C'est toi? Que moi. D'accord. Ça a été un choix. J'ai beaucoup réfléchi et peut-être au début, il y avait une question de non-légitimité. Je ne me sentais pas légitime à demander de l'argent de quelqu'un d'autre. D'accord. J'avais besoin de faire mes preuves. Et je pense qu'il y avait aussi un besoin d'indépendance et de flexibilité totale dans la partie voyage. Je voulais pouvoir parler de ce que j'avais envie et je voulais pouvoir me dire que s'il y avait un aléa, je pouvais faire en fonction et me réadapter. Mais je ne vais pas mentir, toutes mes économies sont passées. Et bien sûr. Aujourd'hui, bien sûr, un an de voyage. La réalisation d'une exposition ou de cette idée d'itinérance viendra de financement extérieur. En tout cas, tu auras un produit pour négocier, enfin négocier, on dit ça, hein, mais pour aller rechercher des sponsors pour t'aider, je l'espère, dans ces témoignages, hein, dans ce témoignage qui est magnifique, qui parle effectivement d'une démarche personnelle, qui a aussi un intérêt personnel, mais qui peut être une source précieuse pour plein de gens, plein d'associations et même des écoles. Ouais, ça serait voilà. à avec les enfants. des classes. Et puis vraiment de donner l'envie aux autres de faire aussi un peu les mêmes choses, que d'aller voir à leur tour et de mener leur propre quête, peut-être à la fois personnelle et... D'accord. Alors tes projets maintenant, pour terminer? Mes projets.
Alors, donc tu finis ce voyage en Indonésie, tu rentres en France là? Oui, je rentre en France. Il y a un gros travail sur Bochalki à faire, donc dans le montage de vidéos, Le montage, ouais. la production d'articles. Il y a beaucoup de photos qu'il faut que je regarde. J'arrive à faire de la sélection. Et puis, parallèlement, il va falloir que je trouve un boulot. Bien sûr. Je sais ce que je n'ai plus envie de faire. C'est encore un peu difficile de savoir ce que j'ai envie. Mais je sais que ça sera intrinsèquement lié à cette passion finalement des changements climatiques et cette passion de transmettre l'information. D'accord. Alors une dernière question, parce que je suis un petit peu entourée d'un monde, du monde des scientifiques, et dont beaucoup travaillent sur le réchauffement climatique, les changements globaux, je dirais. Est-ce que tu as des contacts avec des scientifiques qui travaillent sur la question? Alors, grâce au projet, j'ai pu faire des interviews de scientifiques, d'ailleurs dans la plupart des pays, pas en Indonésie, c'est dommage, mais au Chili, en Bolivie, au Kirghizistan, en France aussi. Après, en France, j'ai un réseau d'une certaine façon lié à mon ancien travail. C'est pas forcément... Comment dire? Je pense qu'il y a différents types de scientifiques et aujourd'hui j'ai la possibilité de connaître des économistes qui bossent sur le sujet, mais pas forcément des vrais scientifiques qui bossent sur les changements de la nature. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, je pense. Bah, écoute, c'est l'occasion, puisque avec le réseau et une grande partie des gens qui ont visionné cette vidéo vont se sentir concernés. Et je pense que tu es vraiment quelqu'un qui pourrait être, par exemple, invité à la station biologique de Roscoff, où je travaille, pour une conférence où tu aurais accès à un visionnage de films, de photos, etc. Où tu pourrais être, voilà, rencontrer des gens directement, et je me ferai un plaisir de t'y inviter. Je serais ravie À Roscoff, et faire ça, une voilà. petite vidéo sur vous. Voilà, et ce serait vraiment, en tout cas, ouais, c'est quelque chose que je mettrai en place dès que, de toute façon, on se tient au courant sur l'avenir de ton projet. J'ai ton site, tes adresses que je vais mettre sur le blog, et puis ça nous permettra de communiquer, et tu me diras quand tu seras prête pour le show, quoi. Pour partager toute cette quête que je trouve magnifique, moi, personnellement. Et c'est vraiment... ça donne de l'espoir que de rencontrer des jeunes comme vous. Bon, écoute, je te remercie. On va pas aller plus loin, parce qu'il y a l'apéro qui nous attend. Il y a des choses importantes aussi localement ici. Voilà. Un petit mot pour la fin. Peut-être quelque chose pour les jeunes. Ou quelque chose pour les gens. Ou un petit message. C'est un peu bête, je pense que c'est très naïf, mais l'imbécile heureux fait toujours du bien. Croyez en vous et croyez en vos valeurs et allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie. Ne vous laissez pas démoraliser par des grandes personnes ou par un monde qui paraît négatif, parce que vous aurez toujours la bonne réponse. Alors ça s'adresse pas que aux enfants, ça s'adresse aussi aux adultes. Voilà, merci. Merci beaucoup.